bien, bonsoir tout le monde. C'est moi, Nadia. C'est Claude. Non, mais Claude, ça peut être féminin. Oui, oui. Pas Nadia. Donc, j'ai pas une voix qui porte. J'espère que vous allez bien entendre. Sinon, levez la main. Franche-toi. Hein? Franche-toi. Oui. On s'en sert. Donc, nous sommes de l'Université Laval. Moi, je suis conseillère. Claude est conseiller en sécurité de l'information. Nos responsabilités, entre autres, c'est la gestion des incidents de sécurité de l'information, le soutien informatique aux enquêtes, toujours sous mandat, concernant la sécurité toujours, et la gestion des vulnérabilités. On appelle le BSI, entre autres, c'est le Bureau de sécurité de l'information. L'Université Laval, c'est gros, c'est 50 000 utilisateurs, des étudiants, des employés. Il y a 57 unités réparties sur le campus principal, mais il y a aussi des unités au centre-ville, il y a aussi des campus externes. C'est un gros mélange de beaucoup de technologies, de services, avec des unités qui sont relativement autonomes au niveau des technologies de l'information, donc qui vont gérer leur parc à leur façon. Il y a des règles, mais chacun monte ses choses à sa façon aussi. C'est 17 facultés qui couvrent tous les domaines du savoir. Le BSI, en tant que Bureau de sécurité de l'information, pour nous, c'est une unité qui va être reconnue à l'université comme un centre d'expertise en sécurité. On est des agents de promotion et de développement d'une saine culture de gestion du risque. On veut être considéré comme un joueur important en sécurité de l'information auprès des organismes publics et privés du Québec. On est sous la responsabilité du vice-recteur exécutif, plus particulièrement sous le vice-recteur exécutif adjoint au système d'information. Notre mandat repose évidemment sur disponibilité, intégrité, confidentialité. On est un bureau de 11 employés qui couvre à peu près tous les secteurs de la sécurité de l'information sous la direction de Douglas Zoyer. Oui. Donc, ce soir, le sujet, comme si vous ne savez pas encore, c'est les techniques d'enquête. Donc, les processus, les outils, les techniques utilisées pour collecter nos preuves numériques. Des fois, ça peut être une utilisation non autorisée des équipements informatiques de l'infrastructure. Ça peut être aussi du vol de temps. Ça peut être des téléchargements illégaux. Donc, tout ça, à l'Université Laval, il peut s'en passer bien des choses. Le BSI, comme on disait, on répond aux incidents, on fait des enquêtes, puis on surveille le réseau. Ce soir, je vais vous parler de certaines enquêtes, de ce qu'on peut dire. Les mandats, nos défis, il y en a plusieurs, les défis, et nos outils. Ça, c'est une partie qui est bien présente. On verra que faire des enquêtes informatiques, selon moi, c'est très passionnant. Ça prend beaucoup de patience. Des fois, les outils sont très dispendieux, des fois, sont open source, très complexes, mais le forensique, je dirais, dans son étendue, très fascinant. On a vu tantôt notre première section, on a parlé de l'université, le BSI. Claude va vous parler de nos partenaires, de nos mandats et les portées. Moi, je vais vous parler de c'est quoi une enquête informatique, les types d'enquête, processus et les normes, techniques, les outils d'enquête, puis à la fin, des petits bonus. Alors, nos principaux partenaires en ce qui concerne les enquêtes. À l'interne, c'est la direction des technologies de l'information qui compte plus de 200 employés. Évidemment, ce n'est pas les 200 employés qui sont appelés à collaborer avec nous. Par contre, certaines personnes critiques, certaines personnes très ciblées au niveau de gestion de courriel, des télécoms, toutes les personnes qui peuvent nous alimenter, nous aider dans le cadre d'une enquête. Le service de sécurité et prévention, qui est la police interne de l'Université Laval, qui compte plus de 15 employés. Encore là, on va travailler principalement avec les 2 enquêteurs du service de sécurité. À l'externe, on travaille beaucoup avec le Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques,
qui vont souvent nous envoyer des éléments qu'ils ont détectés sur Internet, qui vont concerner des machines qui sont chez nous. On fonctionne aussi avec le CERTAC ici au Québec. Au niveau des mandats et de la portée, les mandats d'enquête proviennent du SSP, du Service de sécurité et prévention. La seule entité à l'Université Laval qui a le droit de faire des enquêtes, qui est mandatée de faire des enquêtes, c'est le Service de sécurité et prévention. Ils ont la délégation d'enquête au niveau de tout ce qui est enquête administrative de la part de l'employeur. Donc, tout ce qui est enquête à l'interne, c'est eux qui vont les faire. Ils ont aussi un droit au niveau du légal en étant des constables spéciaux de faire des enquêtes jusqu'à un certain niveau d'un point de vue judiciaire. Donc, les mandats d'enquête nous viennent du Service de sécurité et prévention et nous, on agit en tant qu'experts, si on peut dire, qui va les aider au niveau de tout ce qui est technologie de l'information. Tout ce qui est technique, outils d'enquête au niveau des technologies de l'information, c'est géré au BSI. Puis, on a le support technologique, tout ce qui concerne les télécommunications, les systèmes centraux, que ce soit le courriel, les services financiers, les services de ressources humaines, les systèmes d'inscription. On va utiliser les personnes ressources au niveau de la direction des technologies de l'information. Le BSI ne fait pas d'enquête criminelle. Je pense que personne ne peut en faire non plus. Aussitôt que ça tombe criminel, qu'on découvre quelque chose qui pourrait l'être, aussitôt qu'on a un doute qu'il y en a, évidemment, on doit transmettre les informations à la police. Dans notre cas, on transmet l'information au service de sécurité et prévention qui, eux, sont le point de contact avec les policiers. C'est déjà revu les faits? Oui. Oui. Il y a des cas où tu découvres des choses, soit que c'est de l'utilisation qui est carrément illégale, des tentatives de hacking, ça peut être de la pornographie. Oui, il y en a, il y a des cas. C'est pas des cas qui sont généralement... Oui? Tentative de hacking, à quel niveau que ça devient criminel ou là, vous transférez ça? À quel niveau ça devient criminel? Ben, aussitôt qu'il y a une attaque ou qu'il y a quelqu'un qui essaye qu'il y a quelqu'un qui va aller compromettre un système, ça l'est criminel. Jusqu'où on peut aller, ça va dépendre des preuves qu'on va être capable d'aller chercher. Des fois, un incident devient une enquête. Donc, on peut enquêter, par exemple, je ne sais pas moi, sur un FTP public. Puis, on aurait pu, par exemple, on pourrait découvrir la pédophilie sur le serveur FTP. Mais alors, on donnerait le dossier au SSP. On ne continuerait pas. Donc, parce que vous savez, la pédophilie, c'est criminel. Donc, dès que tu vois une image, c'est déjà une image de trop. Et si tu en trouves une, c'est une image de trop. Donc, c'est direct, c'est la sécurité qui s'en occupe. Notre job à ce moment-là est beaucoup plus de sécuriser le périmètre, puis s'assurer de dénoncer, de signaler l'incident qui devient une cause d'enquête. Vous avez le droit de vérifier les postes privés ou personnels si vous avez un doute sur si quelqu'un justement essaye de percer votre système par son propre poste, par des moyens, mais que les preuves sont justement très compliquées à avoir de votre côté. Quel est là votre périmètre de... Bon, en fait, il faut qu'on ait des doutes plus que raisonnables. Puis avant de saisir, c'est sûr que nous, on ne saisira pas nous autres. Ouais. À partir du moment où on a des doutes, c'est arrivé une fois un poste qui a été saisi par les agents du service de sécurité. De mon époque à moi, il faut dire que moi, je m'occupe de ce secteur-là au niveau de l'université depuis moins d'1 an. Ça fait 9 mois seulement que je m'occupe du secteur au niveau des enquêtes. Avant ça, c'était Lino Serrantola, qui est une légende à Québec, à peu près tout le monde le connaît, qui était l'officier de sécurité de l'Université Laval, qui ensuite a fait partie du bureau de sécurité quand c'est devenu plus gros. Mais Lino s'est toujours occupé de toutes les enquêtes en ce qui concerne les enquêtes
qui touchait les technologies. En septembre dernier, il a pris sa retraite, puis c'est moi qui ai pris le relais avec Nadia, qui est arrivé pas longtemps. Donc, de mon époque à moi, c'est arrivé une fois où on a eu une saisie, qu'on n'a pas conservé le poste, on n'a pas été plus loin, ça a vraiment juste été... Oui, il y avait des doutes raisonnables, les enquêteurs pas les enquêteurs, mais les agents ont été sur place, ils ont saisi le poste, ils ont demandé à la personne de les suivre, ils ont demandé à la personne d'ouvrir son poste devant eux autres pour faire les vérifications d'usage. Il n'y avait rien pour le retenir au niveau criminel, mais il y en avait assez pour qu'on lui dise ben, reste pas chez nous. Donc, ça s'est arrêté là, ça n'a pas été plus loin que ça. Ça n'a pas été. Mais oui, ça pourrait arriver. Évidemment, La clientèle, c'est des étudiants et des enfants. Et le personnel. Ouais. Et le public. Et le public. Parce qu'à la bibliothèque, il y a des postes publics. ben, il y a des utilisateurs des services de l'université qui ne sont pas inscrits à l'université pour. Qui ne sont pas des employés comme, mettons, le PEPS. Le PEPS est un gros service au niveau de la Ville de Québec. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec l'université à part l'utilisation des services du gymnase. Il y a aussi au Desjardins beaucoup de choses qui se passent. Il y a des fois des spectacles. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de vie sur le campus. Donc, des gens qui vont prendre une vignette de stationnement pour des raisons X. Ça fait que, oui, principalement, ça va être employés, partenaires, puis étudiants, mais il peut y avoir des gens carrément de l'extérieur qui n'ont rien à voir. Puis l'université, le campus, il y a des résidences qui sont là pour les étudiants, mais l'été, c'est ouvert à n'importe qui. Donc, au lieu d'aller à l'hôtel, tu peux aller à la résidence, entre autres du pavillon Lassiette. Donc, wide open. Vous n'avez pas nécessairement un contrat dans une entente avec tous ces membres? Non. Au niveau des règles, on a au niveau des règlements politiques, c'est défini, puis c'est peut-être pas dans la mouture actuelle, mais dans celle qui va sortir, c'est clairement défini que tout utilisateur d'un service à l'université est soumis à ce règlement-là, à cette politique-là. Donc, ça fait partie des choses qu'on a. Donc, les types d'enquêtes, on a parlé d'enquête administrative, ça peut être pour du vol de temps, ça peut être pour une mauvaise utilisation d'un équipement ou d'une infrastructure, ça peut être des téléchargements illégaux. Avec le changement au niveau de la loi sur les droits d'auteur qui est arrivé en janvier, maintenant, il y a des organismes aux États-Unis qui font de la surveillance au niveau des téléchargements illégaux, puis qui vont nous dénoncer au nom de la maison de film, la maison de production. Ils vont nous dénoncer qu'il y a eu des téléchargements illégaux. Avant, on pouvait juste dire, bon, ben OK, on s'en a occupé. Maintenant, il faut vraiment faire suivre ces avis-là aux contrevenants. Donc, il faut qu'on trouve c'est qui, puis il faut qu'on trouve les contrevenants, qu'on leur dise qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, puis qu'ils sont passibles peut-être de des poursuites judiciaires. Pour l'instant, notre implication au niveau de la loi se limite à ça. On se doit de transmettre l'avis. Est-ce que ça évoluera dans les prochaines années? On ne sait pas. Mais... Donc, les téléchargements illégaux, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'en occupe. Puis, évidemment, tout incident de sécurité sur lesquels on va travailler, ben, il y a quand même de l'investigation de base à faire au niveau de l'incident, mais à l'occasion, ça peut arriver que ça se transforme en enquête administrative ou en enquête au niveau juridique. Donc, c'est quoi une enquête informatique? Ce que je peux dire pour la définir, c'est que c'est d'appliquer différentes techniques, donc pour aller chercher la preuve. Et c'est des méthodes donc pour aller cueillir, d'aller la restaurer, d'aller l'extraire d'une capture de mémoire. Ça peut être de l'identifier, donc on suit un processus parce qu'on veut recréer l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 jours ou qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 jours? Donc, on recrée l'événement, il faut refaire l'événement et en appliquant des règles à suivre. Donc, c'est ça, c'est super important. Puis, on remet, comme on disait tantôt, le SSP, c'est eux qui nous donnent les mandats. Donc, une fois que notre enquête est terminée, on leur remet le rapport d'enquête.
C'est eux autres qui s'occupent avec la sanction, c'est pas eux autres. Donc, ça peut accompagner des techniques plus traditionnelles que vous connaissez, comme par exemple une entrevue de témoin. Donc, ça, c'est le SSP qui va s'en occuper. Nous, on est côté informatique. Donc, peu importe c'est quoi, où se trouve la preuve, sur n'importe quel média, un disque dur, une clé USB, n'importe quoi, on exige de suivre un protocole qui est super important, identifier la source, faire l'acquisition de l'image, respecter l'intégrité des données, restaurer et extraire les données, on analyse tout ça et on fait un beau rapport. Les normes qu'on retient, il y en a plusieurs, les normes. Le NIST, le ESP 886 sur les techniques de comment intégrer le forensique à la gestion des incidents, à la réponse aux incidents. Donc, le NIST, ces autres, ils ont 5 grandes étapes. On recueille l'information, les données, on la restaure, on l'analyse, on fait un rapport et on fait des recommandations. Le ISO 27037, c'est 4 étapes. On identifie, on la collecte, on fait l'acquisition et on préserve les données. Super important. Nous, au BSI, on fait un petit mélange des deux. On va faire la cueillette, on restaure, on analyse, puis on fait un rapport. Donc, ce qui est important là-dedans, la cueillette, là, on tombe dans le physique. On a un média devant nous, puis il faut aller faire l'acquisition des données. On a la restauration, qui est plus le côté logique. On a encore là des logiciels spécialisés. Et l'analyse et le rapport, ben là, on tombe dans l'égal. On analyse ce qu'on a recueilli et on fait le rapport. Un processus, je dirais, normal de la cueillette d'informations. On fait l'acquisition, donc elle peut être statique ou dynamique. On va vous expliquer tantôt c'est quoi la différence entre les deux. On fait la restauration, de la récupération des données. Comment qu'on recherche, on va le voir tantôt, mais on peut le faire par des mots-clés, on peut le faire par des expressions régulières, on peut chercher par des mots-clés, peu importe. On analyse le tout et on fait un rapport. Oui, l'identification des sources. Elle est où notre source? Elle peut être physique, donc elle peut être sur le disque dur. Elle peut être locale ou sur le réseau. Nous autres, ça nous concerne un petit peu moins, mais elle pourrait être sur un cloud. Okay? Donc, en temps normal, on a trois potentialités de retrouver la preuve. Processus d'enquête. Dans le processus d'enquête, nous, on va recevoir une demande. Ben, souvent, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans une unité. Quelqu'un va avoir des soupçons sur quelque chose, puis il va soit dénoncer directement au service de sécurité et prévention, nous appeler, ou ils vont appeler, dans le cas d'un employé, les ressources humaines, ou encore, si c'est un étudiant, ben, ils vont se référer à leurs gens qui sont responsables au niveau des directions de programme. Puis ça va remonter jusqu'au service de sécurité et prévention. Celui qui va déclencher l'enquête, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment le service de sécurité. Ce qui est super important à cette étape-là, c'est que nos gens qui vont remarquer qu'il se passe de quoi, c'est qu'ils ne commencent pas l'enquête eux autres mêmes. Puis ça, on a beaucoup de sensibilisation à faire parce que surtout les gens qui travaillent en techno, on aime ça, les gadgets, on aime ça se mettre le nez dedans. Puis les gens sont portés à wow, on a de quoi, puis ils se mettent à chercher. Puis souvent, il y a des dangers de corrompre la preuve, il y a des dangers qu'on fasse déraper. On a eu quelques cas où, justement, quelqu'un voulait aller chercher les éléments de preuve, puis nous les remettre déjà tout en main. Puis ça a failli déraper. Finalement, on a réussi à trouver nos preuves autrement, puis à arriver avec un résultat qui était concluant. Mais c'est la pire chose à faire. Donc, beaucoup de travail de notre côté au niveau de la sensibilisation pour dire aux gens, bien, écoutez, quand il se passe de quoi, vous avez un doute raisonnable, signalez-le. Puis après ça, nous, on va aller vérifier si effectivement il y a quelque chose. Donc, on reçoit la demande ensuite du service de sécurité et prévention. Puis là, à ce moment-là, c'est important de valider avec eux autres c'est quoi exactement qu'ils cherchent. Des fois, ils ne sont pas sûrs. Des fois, ils vont avoir des doutes, puis ils vont nous dire, donc là, à ce moment-là, on va avoir comme une pré-enquête pour aller déterminer certains
patterns, certaines habitudes pour essayer de déterminer exactement c'est quoi qu'on cherche. Puis après ça, ben là, on va préciser la portée du mandat avec le service de sécurité. Encore là, c'est super important parce que légalement, quand même on est au service de sécurité et prévention, je n'ai pas le droit d'aller fouiller n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Donc, il faut que j'ai un mandat. Puis, évidemment, mes mandats, ma recherche doit toujours se limiter à mon organisation. Donc, si quelqu'un a des doutes qu'il y a quelque chose qui se passe sur un serveur qui est hébergé, mettons, au Cégep de Sainte-Foy, je n'ai pas le droit de venir ici puis de me connecter à distance, de venir le faire. Ça a l'air niaiseux de le dire comme ça, mais dans certains cas, il y a des gens qui pensent qu'on peut le faire. Évidemment, d'un côté légal, non seulement on pourrait se faire poursuivre, mais on jetterait notre preuve à terre aussi. Donc, à ce moment-là, il faut aller chercher les collaborations nécessaires ou les autorisations nécessaires. Ensuite, on établit notre stratégie d'enquête. Dépendant des cas où on va se retrouver, il va y avoir on doit se servir de notre imagination. On doit regarder c'est quoi qui est disponible, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis à partir de ce moment-là, ben, on va déterminer notre stratégie, quel outil on va utiliser. Souvent, on va faire une collection d'outils qu'on va prendre pour aller chercher les preuves aux différentes étapes où nous, on a besoin de les avoir. Après ça, une fois qu'on a établi notre stratégie, on teste ça, on s'assure que tout fonctionne selon ce qu'on pense, selon ce qu'on a prévu. Puis après ça, on passe à l'action. Le fun commence. Oui. Puis, dans l'autre slide. Oui. L'autre, quand on dit que ça prend plusieurs mois à mener une enquête parfois, est-ce qu'ils sont vos démarches lorsque la personne n'est plus sur le campus, un incident unique, que ça lui a coûté la place? On va chercher jusqu'où on peut chercher. Puis à partir du moment où on n'a plus rien à trouver, ben écoute, on ne peut pas aller plus loin, à moins d'avoir des preuves suffisantes pour pouvoir faire une dénonciation à une instance plus haute. Donc, si on a des preuves suffisantes pour aller à la police, bien évidemment, on va le faire. Dans certains cas, on a eu des cas où on avait des doutes. On parle d'enquêtes qui peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois. On a eu un cas d'une enquête qui s'est déroulée sur vraiment plusieurs semaines. Dans certains cas, on a fait analyser des journaux parce qu'il y avait vraiment des communications très spéciales. On a fait analyser des journaux par le Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques pour voir ce qu'eux voyaient. Puis, on a fait différentes interventions au niveau de la surveillance, de la recherche de preuves. Donc, c'est des choses qui vont se dérouler sur plusieurs semaines avant que tu réussisses à avoir une preuve qui va être assez solide pour aller plus loin, pour aller à un niveau supérieur. Dans certains cas, tu ne l'auras jamais. Tu n'auras jamais la preuve. C'est pas magique, c'est pas... fait que on fait du mieux qu'on peut pour aller chercher toutes les informations. Dans certains cas, ça se peut qu'on arrive à rien. Nadia, tantôt, tu parlais de collecte de, mettons, par exemple, de mémoire vive. Est-ce que vous allez aborder ça tantôt? Ça t'en vient? OK, merci. C'est là. OK. Donc, il y a plusieurs techniques d'enquête qu'on utilise. Il y en a 4 grandes. Pour bien les identifier et les séparer entre elles, moi, j'appelle ça du computer forensic. Okay? On va voir c'est quoi tantôt. On a du live forensic, donc en direct. On a du network forensic sur le réseau. On a du remote forensic, super intéressant. Et la cyberintelligence. Donc, peu importe, dans les 4 premières, on aura toujours la restauration, l'extraction des données et une étape qui est, naturellement, on ne peut pas passer sans ça, l'analyse des données et un rapport. Donc, peu importe ce que vous prenez comme les 4 premières techniques, on aura ça. C'est quoi le computer forensic? C'est l'acquisition statique d'un média. Donc, votre ordinateur est fermé, vous prenez le disque dur et vous faites une acquisition. On appelle ça statique, okay? Parce que c'est mort, il est fermé. On fait une image bit à bit, donc du média, et avec un matériel, des logiciels spécialisés. Ça, c'est du matériel semblable à ça qu'on utilise. On a le petit write blocker que j'ai amené ici. Lui, il est jaune, il est très beau. Il est tout petit. Donc, tu peux brancher du IDE et du SATA. Mais il y en a d'autres, c'est aussi avec pour les USB.
Puis, à gauche, ça, c'est plus gros. C'est un duplicateur. Donc, tu branches ton disque dur suspect, puis tu peux faire jusqu'à 2-3 copies avec. Vous parlez de connecter un disque dur, mettons, que l'ordinateur est fermé. Ouais. Si c'est un disque dur que le système de fichier, mettons, est encrypté, jusqu'où vous avez le droit de forcer la personne à le déverrouiller dans le fond De nous donner le... Ouais. Est-ce qu'il a le droit de dire, mettons, non, je ne veux pas que vous touchiez à mes affaires? C'est comme dans... Ben, tout dépend. Notre juridiction s'arrête à ce qui appartient à l'université. C'est ça. Donc, À si partir vous utilisez l'ordinateur de l'université. L'université, oui, mais si c'est son laptop, C'est un laptop personnel, on ne pourra pas le faire. Par contre, si on a des doutes raisonnables, l'ordinateur pourrait être saisi, puis une instance policière pourrait le faire. Mais nous, on ne pourra pas aller soit forcer ou aller tenter de le décrypter nous autres mêmes. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça. Ça, notre limite, c'est l'infrastructure de l'université, donc les notes. Sauf que s'il utilise son portable pour télécharger quelque chose de légal, il a utilisé l'Internet de l'université. Il ne faut pas oublier ça. Ce qu'on va faire à ce moment-là pour aller chercher de la preuve avant d'aller, bien, on va faire de la surveillance réseau, on va faire de l'analyse des logs, on va aller chercher de l'information ailleurs parce qu'on a d'autres façons d'aller chercher de l'information. Puis, comme on va le voir tout à l'heure, ce qui est du network forensic, on est capable d'aller chercher vraiment beaucoup d'informations. C'est quoi nos outils? Ou les outils qui sont... Oui? Pour répondre, dans l'expérience, non, il n'y a aucune obligation de donner ta clé, mais ils peuvent légalement, s'ils ont d'autres moyens de récupérer ta clé, ils peuvent le faire. C'est quoi les outils? Tu as des outils gratuits open source qui sont géniaux. Puis tu as des outils, des produits commerciaux qui sont géniaux aussi, mais qui sont très dispendieux. Okay? Faire du forensique, c'est très, très, très dispendieux si vous voulez vous équiper en logiciels commerciaux. Hein. C'est très, très, très dispendieux. Un logiciel peut facilement valoir 5 000, 10 000 et 30 000 piastres. Donc, les plus populaires dans les produits commerciaux, il y a Access Data, Get Data, Beckasoft. Dans Access Data, il y en a différents. FTK Toolkit. Le MPA, c'est le Mobile Forensic Examiner, donc pour des cellulaires. Triage, Imager et Registry Viewer qui sont gratuits. Les autres, vous les voyez, donc Autopsy, autant Linux que Windows. En passant, Windows, la version Windows Autopsy est très performante. DFF, OSF Forensics, on a Winex, pour ceux qui aiment l'hexadécimal. Des heures de plaisir. Mais il faut passer par là des fois. Hein? Je suis justement dedans dans l'hexadécimal, puis c'est ça. Registry Decoder, les bases de registre, GuyMajor et Cyclone qui sont sur Linux. On a des plateformes que vous connaissez, sûrement Kali, qui a une section forensique, mais Def Linux qui est spécialisée en forensique. La recherche de preuves, comment on peut rechercher la preuve? Oui. Vous n'avez pas d'outils pour du raw disk directement, comme Active Detector ou les systèmes de FAT avec de la lecture vraiment binaire? Non, vous ne l'utilisez pas de cette manière-là au niveau de voir la MFT dans Windows ou justement derrière la FAT ou derrière la MFT. Avec les outils qu'on a, on peut le faire. Donc vous l'utilisez à l'intérieur d'FTK en fait. C'est FTK, on a FTK ou un autre, parce que dans les open source, il y a beaucoup d'outils qui permettent d'aller faire ça. Entre autres, dernièrement, on a eu à faire ça. Parce qu'Active Detector, en gros, disque, il n'y a pas mieux pour lire un base object ou un MFT. Donc, pour la recherche de la preuve, les métadonnées, donc les signatures, les extensions, la MAC d'un fichier, les données, les empreintes numériques, des mots-clés, par les expressions régulières, encore là, des heures et des heures de plaisir. L'exploration du contenu, l'arborescence, on appelle ça la géographie informatique d'un système, d'un fichier. Et tout ce qui est résiduel, les fichiers supprimés, les orphelins, la balance de fichiers, les partitions, les secteurs non alloués. Donc, on a différentes manières pour rechercher la preuve. L'arborescence des fichiers, bien, là, on a FTK Major.
vous voyez, on a l'arborescence du système de fichiers. On a des petits X rouges qui indiquent que le fichier a été supprimé. Des fois, on est capable de l'ouvrir, des fois, c'est fini. On a l'hexadécimal en bas à droite. Et on a, donc c'est ça, l'arborescence. Les répertoires, les sous-répertoires. Là, on est dans l'autopsie. Donc, on a aussi l'arborescence. La plupart des logiciels comme FTK, Autopsie, on peut rechercher par mots-clés, on peut rechercher par extension, on peut y aller par arborescence. C'est vraiment génial. Puis c'est gratuit en plus, c'est open source. Lui aussi, Autopsie, les petits X rouges indiquent que le fichier a été supprimé, mais on en avait qui étaient actifs. Donc on a pu trouver la preuve que finalement, il a téléchargé des films. OK? Puis ils ont écouté. Oui, les fichiers supprimés, comme on disait tantôt. Vous avez la petite flèche indique que le fichier était supprimé, mais on a quand même pu voir le contenu. Okay? C'est un fichier texte, tout petit. Puis on a les métadonnées. Puis le fichier texte, c'est un script qui personnalisait une recherche sur Google, je pense. OK. FTK Media, toujours, on peut monter une clé USB. Donc, ta clé USB, ton image que tu as faite, par exemple, avec un format AFF, tu peux la monter. Puis là, tu as accès à, comme si tu avais vraiment mis ta clé USB dans ton ordinateur. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour rechercher la preuve. Analyse de la base le registre de Windows, registre des décodeurs. Un autre logiciel pour avoir accès aux données du registre. Là, c'était la Security. Ouais. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Beaucoup d'informations dans la base de registre sur oui, c'est une mine d'or. Mais c'est long à... C'est que l'information Windows. Oui. Un petit utilitaire que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, USB Device Forensic, il fait le croisement de 4 fichiers super importants dans la base de registre, le système, software, anti-user et setup API. Donc, tu lui donnes tout simplement le chemin de tes 4 fichiers, puis il fait peut-être 30 secondes, 1 minute, il fait l'analyse de tout ça et il te sort un fichier CSV avec toutes les données que tu veux savoir, quand est-ce que la clé USB a été branchée, par qui. Mais au lieu de passer comme 1 heure dans le software, 1 heure ou une demi-heure dans la sécurité, dans tes différentes différentes bases de registres. Donc, lui, il t'en sort, il prend les 4 puis il te sort le résultat assez rapidement. Deuxième technique, le live forensics, donc le direct. Votre ordinateur est ouvert, qu'est-ce qu'on fait? Okay? Il y a énormément d'informations à prendre quand l'ordinateur est ouvert. Donc, dans les cas où on a une intervention sur, exemple, un poste quelqu'un qui utilise un poste qui serait public, puis qui fait des actions illégales dessus, peu importe laquelle, puis on nous appelle pour aller voir, ben, avec les outils, on est capable d'aller chercher directement sur l'ordinateur tout ce qu'on a. Donc, puis les agents de sécurité du SSP le savent, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire quand ils ont un utilisateur malveillant, disons à la bibliothèque ou peu importe à quel endroit, ferme l'écran, l'ordinateur reste ouvert, il nous appelle, puis on y va. Donc, on a toujours nos petites clés USB avec nos outils de live forensic. Les outils intéressants à utiliser pour faire le live forensic, la capture, ben, toujours Access Data, FTK Major, FTK Toolkit le fait. Oui? Quand tu captures à distance comme ça, tu n'as pas peur d'altérer ta preuve? Là, on n'est pas à distance, on est vraiment sur l'ordinateur. On est devant lui, puis on met... C'est sûr que la clé USB va aller tout de suite s'écrire dans la base de registre, mais on sait que c'est la nôtre. Ça va être indiqué dans notre rapport. J'avais une clé Kingston 3G, puis voici le numéro. Ça, c'est la nôtre. Okay. Donc ça... Il n'y a pas personne qui va pouvoir contester non, parce que tes outils sont là-dessus. OK? Donc, à part Access Data, il y a RAM Capturer, très intéressant. SYS Internal Suite, la suite NIRSOF, Mendiant. Pour le côté extraction-analyse, pour extraire vos données d'une capture de mémoire, excellent à utiliser, c'est Volatility Framework. C'est un must, il faut que vous ayez ça.
ou Belkasoft aussi. Puis encore Definux, Kali Linux, on a encore des très bons outils là-dedans. Volatilité des données. Un beau petit graphique, du rouge au jaune pâle, qui dit qu'est-ce qui est le plus urgent à prendre quand vous faites du live forensic. C'est tout ce qui concerne la RAM, les process qui sont ouverts, les fichiers qui sont ouverts, les networks, les sockets, toutes les connexions ouvertes, les settings du système. Donc ça, c'est notre ordre de volatilité avec différents logiciels, côté gauche Linux, côté droit Windows. Et en bas, c'est les data, donc c'est tout ce qui est statique. Donc c'est les données qui sont sur le disque dur. Et oui. Est-ce que cette présentation est disponible? Oui. Ben, as-tu l'habitude? Oui. Oui, OK. Moyennant des dons pour la pizza. On va la chercher. Là. On a un fameux RFC dans ce domaine-là aussi, 3227, chapitre 2.1, Order of Volatility. Donc, vous avez là l'ordre de volatilité, l'ordre dans lequel que vous devez saisir les données volatiles. Excusez-moi, c'est votre seul 0D que vous faites, au vu de la question de tout à l'heure, par rapport à la solution aux problèmes d'enquête qui peut durer des semaines. Là, c'est le seul moyen où vous avez vraiment le droit en 0D, comme un malware ou comme un frein d'intervenir. C'est ça, c'est à ce moment-là. Tant qu'on n'est pas en mode enquête ou qu'il n'y a pas un élément de doute criminel ou on a le droit d'y aller n'importe quand parce qu'on est quand même les gardiens de tout ce qui est l'infrastructure des actifs informationnels au niveau de l'Université Laval, c'est notre mandat. Comme j'ai le droit de bloquer quelqu'un temporairement qui représente un danger pour l'université, j'ai le droit de bloquer ses accès. Mais à l'autre bout, il va y avoir les instances qui vont être en haut, qui vont dire si on maintient le blocage que j'ai fait. Puis au niveau d'une enquête, bien, ça va vraiment venir, nous, on va avoir la demande d'aller faire ces interventions-là, puis les demandes sont légitimes. Nous, à partir du moment où ça vient du service de sécurité, la demande est légitime, on peut aller le faire. Le seul doute qu'on aurait, c'est vraiment par rapport, comme on disait, si l'appareil n'appartient pas à l'université, bien là, peut-être que c'est la police qu'il faut appeler. Tantôt, je parlais de Volatility Framework. On a à votre droite, l'aide qui est sur le site web, mais des petites commandes super le fun. Volatility Framework, donc lui, il va extraire vos données de votre capture que vous avez faite. Donc, ça peut prendre du temps à traiter. Par exemple, on a un portable avec beaucoup de mémoire, puis ça a pris des fois 10 heures avant de sortir le résultat. Okay, donc, lui, Volatility Framework, il y a énormément de commandes. Donc, par exemple, là, je vous ai mis celle-là, qui est le FireScan et le HaveDump. Donc, lui, il fait un dump de la base de registre. Puis, entre autres, là, j'avais demandé pour les périphériques. Donc, il m'a sorti tous les périphériques USB qui étaient branchés au moment même de la capture. Puis, en haut, pour le FireScan, ben, c'est un exemple, c'est un extrait des fichiers qui étaient sur le disque dur. Mais tu pourrais lui demander c'est quoi les logiciels qui étaient installés, n'importe quoi. Y a-t-il des malwares, même il y a une commande pour les malwares. C'est très puissant, mais c'est quand même beaucoup de traitements à faire. C'est open source, donc autant Windows que Linux. Troisième technique, Network Forensic. Elle est très intéressante. Surveillance du trafic et les fichiers journaux. S'il y en a qui font l'analyse de log, vous savez que c'est bien plaisant, mais il faut le faire. Il faut passer par là. Wireshark, T-Shark, TCP/DOM, Network Miner, XPITO, encore une fois, Kali et Definux comme plateforme. Super intéressant. Donc, vous connaissez probablement tous Wireshark. On peut exporter les objets d'une capture. Donc, on peut exporter tout ce qui était fait de la navigation de l'utilisateur, les images qu'il a vues, les fichiers HTML, les scripts, n'importe quoi. Les films. Oui, les films. On a aussi la fonctionnalité, les conversations TCP entre deux personnes. Là, vous avez une belle espace blanc parce que je ne vais pas vous voyez les adresses IP.
mais on a la taille des fichiers qui a été transigée, destination, source, c'est très, très intéressant. Puis Wireshark, vous en mettez du temps là-dedans, puis vous finissez plus. Super intéressant. Aussi pour le Network Forensic, Network Miner, qui ressemble un petit peu à Wireshark pour l'analyse d'un P4. Il va le présenter différemment, mais beaucoup moins étendu que Wireshark. Oui, pour les passionnés de Linux, quelques commandes. TCP DOM, on peut déjà filtrer en faisant notre DOM de trafic. On va filtrer ce qu'on veut capturer. T-Shock, on va extraire ce qu'on veut d'un fichier P4. On peut aussi, avec naturellement des grep et tout ce que vous voulez dans Linux, on peut extraire l'information qu'on veut aller chercher dans les logs. Donc, je marque à côté, à droite, un conseil pour réaliser des enquêtes. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un bon coup de pouce d'avoir des connaissances en Linux. Sinon, il y a beaucoup de choses. Tout ce qu'on fait là, à gauche, on pourrait le faire quasiment en Windows, mais souvent, il faudrait payer un logiciel très, très, très cher. Donc, on y va avec du open source, puis on s'amuse. Remote Forensic. Question pour prendre Oui. Quand vous avez Linux, l'identifié là-dedans, ça comprend-tu aller jusqu'à Unix, système Mac OS 10, des choses comme ça? Oui, oui. Oui, bien, nous autres, nos outils sont beaucoup dans Kali, comme je disais tantôt, Kali, Definux, puis Ubuntu. Mais la DTI, eux autres, ben, ils ont d'autres systèmes, puis s'il faut que je prenne un de leurs outils pour enquêter sur un serveur qui a été hacké, ben là, je vais le faire. Puis il y a des, surtout, je pense, en faculté des arts, sont beaucoup Mac. Donc, il faut aussi apprendre à Mac. Oui, le Remote Forensic, très intéressant. Access Data FTK Toolkit. Il y a peut-être sûrement d'autres logiciels, mais nous, on utilise FTK Toolkit. C'est quoi du remote? Ben, c'est l'acquisition, comme je disais tantôt, autant statique et dynamique, mais à distance. Okay? Tu te branches à distance sur l'IP de ta machine. Il faut que tu aies un profil administrateur, donc pour avoir accès. Et le FTK Toolkit pousse un agent temporaire sur la machine à distance. Et là, tu fais ce que tu veux. Tu peux faire l'acquisition de la mémoire, du disque dur, la mémoire volatile, de la clé USB qui est branchée, un disque dur Lexine qui est branché, n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux. Tu fais de l'acquisition de ce que tu veux. Tu es dans le bureau, puis l'ordinateur est peut-être bien loin sur le campus, puis on a accès. Évidemment, c'est pas le dark side. Hein? Si. Donc, oui, ça nous prend un profil admin. Il faut pour se brancher à l'ordinateur. On ne fait pas les choses. C'est vraiment fait de façon correcte en collaboration avec les principaux intervenants qui peuvent nous aider dans le cadre d'une enquête. Oui. Cette intrusion-là d'installation d'agence, je reviens encore à la question tantôt, ça peut être encore contesté si tu vas en cours. Il faut que tu expliques vraiment qu'il a utilisé. Il a utilisé un ordinateur de l'Université Laval. C'est des outils reconnus. C'est vraiment des outils reconnus au niveau légal. C'est des outils qui sont utilisés par les instances judiciaires. C'est vraiment, il n'y a vraiment aucun problème. C'est sûr que si justement je le faisais du côté sombre de la force, puis que j'y allais en mode intrusion, ça ne serait pas pareil. Mais le fait qu'on le fasse de façon legit, puis que c'est des outils reconnus, fait que c'est... Pourquoi vous n'avez pas installé des agents comme Damware sur l'intégralité de vos postes pour avoir Parce qu'on n'a pas le contrôle sur tous les C'est quoi la postes. question? Et pourquoi vous n'installez pas un agent qui serait partout sur tous les postes? comme Damware? Peu importe lequel, mais la réponse, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur tous les postes. On va avoir une autorité, entre guillemets, sur ces postes-là à partir du moment où il y a une enquête, justement. Donc, non, on peut pas... Oui, on pourrait, si à partir d'en haut, quelqu'un décidait qu'à partir de maintenant, ça va fonctionner comme ça, mais il y aurait des très bons débats à l'université si c'était le cas. Ouais. Donc, c'est ça, le Remote Forensic. La cyberintelligence, ben,
collecte d'informations sur le web, les bases de données Wiz. Domain Tools, c'est un site qu'on va très souvent consulter. Vous avez aussi tous les outils de Linux, comme Metagofil, les Harvester, Matego, qui est très, 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 très intéressant. Donc, c'est la collecte d'informations qu'on est habitué de faire sur Internet. On a une adresse IP, par exemple, dans un log, on va sur Domain Tools, puis on peut voir visualiser le site. Utilisez Sandboxy si vous ne voulez pas être infecté, ça vous tente. Dans le cas de Domain Tools, ce qu'on voit là, c'est plus un Wiz standard, mais avec un abonnement, on peut aller beaucoup plus loin, aller consulter toutes les modifications qui ont été faites au niveau de l'enregistrement du domaine, ce qui peut être très intéressant dans le cas où on recherche des informations sur un site qui s'est promené. Exemple, quelqu'un qui déciderait de partir sa business sur le campus, ce qui pourrait arriver. Il y a une bande passante incroyable, il y a des ordinateurs, donc si quelqu'un le ferait, puis qu'on trouve l'enregistrement au niveau du domaine, puis qu'on vient pour collecter la preuve, puis il a changé de place, ben, je suis capable d'aller dans l'enregistrement, puis oui, sinon ça pourrait se faire via la police, via des mandats de perquisition, mais on n'a pas à le faire parce que c'est des abonnements qu'on peut aller chercher. On est rendu au rapport final. Le rapport final, il commence dès que vous commencez votre enquête. Okay? Ça, c'est un truc que je peux vous donner. Vous faites l'historique de toutes vos actions, les outils que vous avez utilisés, la technique, les intervenants qui vous ont aidé, que ce soit la DTI ou peu importe. On écrit tout ce qu'on fait. On le fait au jour le jour parce que si votre enquête se termine dans un mois, que vous n'avez rien fait, vous n'avez rien écrit, qu'est-ce que vous avez fait, vous allez oublier quelque chose. Donc, imaginez-vous si vous vous retrouvez, par exemple, avec une poursuite, vous allez à la cour et vous n'avez pas noté ça au jour le jour, ben vous allez être fait. Donc, il faut le faire. Et des screenshots. Vous faites tout ce que vous ramassez, vous gardez tout ce que vous faites au jour le jour. Puis après ça, quand l'enquête est finie, ben là, vous peaufinez votre rapport, puis ça va bien aller. Parce que le rapport, c'est important pour l'enquêteur, oui, mais pour nous aussi, pour se protéger. Parce qu'on dit, ben moi, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, je l'ai fait, j'ai fait ça. Donc, c'est écrit. Puis aussi, dans le cas d'une poursuite, comme on disait, dans une présence à la cour, ben on a notre historique d'enquête. Ben, surtout que, ça sera pas long, dans le rapport, on va indiquer les choses principales, ce qu'on a trouvé, les preuves, les méthodes qu'on a utilisées, mais il y a certains détails qu'on ne mettra pas nécessairement. Tu arrives en cours, évidemment, en cours ou même en arbitrage, parce que dans le cas d'une enquête administrative, c'est quoi qui pourrait se retrouver en arbitrage. Bien, évidemment, la partie de l'autre côté va essayer de démolir ce que vous avez fait, va essayer de prouver que vos preuves ne sont pas bonnes, ne sont pas acceptables. Mais là, à ce moment-là, ils vont poser beaucoup de questions sur comment ça s'est fait, pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce qui s'est passé. Puis, à ce moment-là, les notes que tu as prises, si c'est il y a un an, sont vraiment hyper importantes. Puis, ils sont aussi recevables à la cour dans le cas où il y aurait un témoignage. C'est ça. Donc, je donne l'exemple, par exemple, vous avez fait la surveillance, l'extraction de données aujourd'hui. Bien, vous marquez, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai utilisé TCP Dump, j'ai dit Sharp, vous pouvez mettre même vos commandes. T'sais. Moi, je me dis toujours, c'est bon, surtout pour nous autres aussi. Parce que dans 6 mois, on peut refaire le même genre d'enquête. Puis là, tu vas dire, bon, on a fait ça, ben, on va leur réutiliser notre technique. Puis tantôt, tu parlais des données qu'on peut, ça peut aller dans un an, faire, disons qu'on va à la cour, puis les données, je l'ai passé tout droit tantôt, mais dès qu'on saisit un disque dur puis on fait une copie intègre du disque dur, on fait toujours 2 autres copies. On fait une copie sécurité puis une copie de travail. Donc, tu travailles toujours sur ta troisième image. Jamais sur les autres. Okay? Ouais, la deuxième est sur le backup. C'est ton backup. Si tu scrapes ta preuve dans ta copie de travail, au moins tu as un backup. Et jamais sur ta preuve originale. Oui, ça c'est notre section bonus. Une tâche importante en enquête et en incident de sécurité, c'est l'analyse de malware. Okay? On a besoin de ce qu'on appelle faire du sandboxing. Donc, le sandboxing va te permettre d'être
dans un environnement sécuritaire pour analyser ton fichier malveillant. Un outil qu'on utilise depuis quelques temps, c'est Cooker. Vous connaissez sûrement Cooker, sinon utilisez-le. C'est gratuit, c'est open source. Cooker s'installe par exemple sur un Ubuntu. Tu lui soumets un fichier malveillant, il analyse, il va infecter une machine VM dans VirtualBox, par exemple Windows 7, puis après ça, il te sort un rapport. Donc, il infecte ta machine virtuelle et il te sort un excellent rapport. Oui, c'est ça. Une autre technique d'enquête qu'on pourrait mettre dans nos 5 techniques que je vous ai parlé tantôt, mais je l'ai mis en bonus parce que c'est le virtual forensic. On l'utilise moins, mais on va l'utiliser de plus en plus. C'est que ton image, que tu as fait l'acquisition de ton disque dur, tu l'as mis par exemple en format RAW ou AFF, tu peux faire une conversion en VMDK, puis là, tu vas l'ouvrir dans une VM. Donc, finalement, tu te retrouves face à ce que l'hacker, par exemple, le fraudeur avait comme machine. Tu l'as en interactivité. Donc, l'outil LiveView et VMware. Donc, LiveView va convertir ton fichier. Il va te l'ouvrir dans un hyperviseur. DD to VMDK en Linux, tu peux le faire aussi. Puis, il y a plusieurs converteurs de fichiers. Oui. Vous avez une image de RAM, est-ce que vous pouvez vraiment vous mettre à l'endroit où il est au lieu de rebooter sur le disque dur de zéro, pouvez-vous vraiment restaurer le lecteur à partir du RAM? Tu veux dire remettre un ordinateur dans l'état? Vous l'avez fait dans Ah, OK. Oui. Non, pas vraiment. C'est pas. On va pas jusque-là. Je dis pas que c'est peut-être possible. On n'a jamais eu à le faire, on l'a jamais fait. Ce qu'on va faire, nous, ça va vraiment être d'aller consulter ce qu'il y avait en mémoire, qu'est-ce qui roulait, c'est quoi les applications, puis c'est ça. Puis, pour revenir les 5 grandes techniques qu'on peut utiliser, dans une enquête, c'est très rare qu'on va en utiliser juste une. Okay? On fait la combinaison de plusieurs techniques. On n'a pas le choix. Okay? Des fois, elle peut durer une semaine ou un mois, notre enquête, mais on va utiliser, on a fait de l'acquisition statique, mais on a peut-être été faire du live aussi avant. On fait le statique après. On peut avoir utilisé la surveillance. Donc, quand on s'embarque dans une enquête, on se dit, OK, on s'embarque pour quelque chose de gros, on va utiliser différentes techniques. Comment vous fonctionnez avec la chaîne de possession de la preuve? Là, je le traduis, la chain of custody. Oui. Bien, comme je te disais, l'original, une fois qu'on a, avec le gros vibrator que j'ai montré tantôt, lui, il respecte l'intégrité des données, donc c'est des belles machines. Puis après ça, le disque dur original, on ne touche plus, il est dans un endroit qui est barré, qui est scellé. Puis après ça, on travaille sur les autres copies, comme je disais tantôt. Au niveau de la prise de l'acquisition du disque dur, si on le fait directement sur un ordinateur distant, ben, à ce moment-là, ça se fait toujours en présence des agents de sécurité. Donc, au niveau de la chaîne de possession, à partir du moment où on le prend en charge, ben là, il ne nous quitte plus. Puis quand on a fait ce qu'on avait à faire dessus, ben, il est mis dans un endroit où il n'est pas accessible par personne. C'est ça. Puis aussi, c'est une méthode de travail. Par exemple, quand on fait de la surveillance, on a un fichier PCAP. Ben, le fichier PCAP original, on ne travaille pas dessus. On fait peut-être, je fais 2 autres copies à chaque fois. Donc, c'est sur des disques durs différents. Parce que, comme je disais tantôt, si tu scrapes ton fichier original, c'est fait. Donc, tu travailles toujours sur ta 3e copie. C'est fastidieux des fois, parce que si ton fichier PCAP, je ne sais pas moi, 30 GB, ben, il faut que tu le copies 2 autres fois avant que tu commences à travailler. Donc, c'est ça. Un défi important, l'anti-forensique. Okay? L'anti-forensique, oui. Oui, c'était sur l'anti-forensique le défi, justement. Parce que vous faites comme les pompiers, vous testez quand vous avez le feu et essayez d'utiliser au mieux les outils. Comme un chasseur, il faut savoir éventuellement son endroit où chasser. Oui, puis... Si un gars a l'habitude d'utiliser tous les cleaners du monde et Tor et compagnie, c'est très compliqué pour vous de faire votre métier.
Non, c'est sûr. C'est un défi. Oui, c'est plutôt pour défi, mais l'entraînement doit être certain. Quoi. Oui, puis Ben, on ne peut pas s'entraîner sur toutes les techniques c'est ça. possibles. Je voudrais bien, ça serait le fun, plaisant, mais je manque d'heures. Mais en fait, on y va sur ce qui est le plus commun. Puis Ouais. pour le reste, ben, chaque nouvelle enquête est un nouveau défi. Puis souvent, on a à se casser la tête. Puis des fois, il faut apprendre sur le tas. Là. Il y a une situation qui se présente, puis on ne sait pas, on ne connaît pas. Ben, il faut qu'on trouve. On cherche. Parce On que établit une stratégie, puis c'est pas arrivé qu'on baisse les bras et qu'on dise qu'on n'est pas capable. Parce qu'il laisse quand même quelques traces des fois qu'ils ne pensent pas, que ce soit des blocs d'imprimante. Souvent on nettoie très bien ces traces de surf, mais pas spécialement de ce qu'on imprime. D'autres choses qui sont des fois plus pensées, niaiseux à gérer, c'est plus là-dessus, parce qu'en fait tous les outils anti-forensiques pensent réellement à focuser sur les process, la mémoire et autres, mais il y a tellement d'autres traces qui peuvent être laissées. La trace à faire. Il y a une théorie en criminologie, c'est que le crime parfait n'existe pas. Oui. Si tu fais un crime, là où je travaille, c'est un peu notre théorie aussi. C'est que si tu fais un crime, tu vas finir par oublier une trace à un moment donné. Obligatoirement. Les policiers disent que le criminel fait toujours une erreur. Toujours une Puis guerre. l'absence de preuve, c'est une preuve d'absence aussi. C'est-à-dire que si tu effaces tes traces, tu vas voir que tu as effacé tes traces. Enfin, vous allez voir qu'il y a un effacement sécuritaire. Alors c'est sûr que vous n'avez pas votre À telle preuve, date, oui. C'est ça. votre preuve à la date d'effacement, mais il est vrai que ce que je voulais vous demander, c'était plus l'entraînement sur des traces qui sont des fois niaiseux à utiliser, et qu'il y a beaucoup d'outils qui les oublient, surtout sous Windows, qui est une vraie catastrophe pour ça. Linux fait autrement, mais et des fois c'est bon de les chercher parce que c'est grâce à ça des fois qu'on arrive à piéger la Oui. personne. Puis je partais pour dire aussi, faire du forensique, c'est la sécurité, c'est du hacking, Ah, c'est tout. c'est tout. C'est la totale, mais c'est surtout juridique et c'est Ouais, ça pour être problème. Oui. Parce que tu sais, quand tu enquêtes sur un dossier, peu importe, tu te mets souvent dans la peau du hacker. Il faut que tu dises comment il aurait pu faire ça. T'sais. Donc, si tu connais rien au hacking, ben là, C'est certain. ça va être difficile. Mais on est quand même pas pire. Il y a des gros forums de défis, puisque c'est le nouveau terme, Ouais. Digital Forensic Incident Response, de défis qui sont accédés justement à utiliser les anti-forensiques et toutes les petites miettes évidemment qui restent. On a un beau cas tantôt que Nadia va parler, qui justement, où il a fallu aller plus loin, puis se servir de toute notre imagination, toutes nos ressources pour essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé. En fait, Nadia a réussi à trouver. Oui, bien, l'antiforensique, ben, c'est la stégonographie, c'est l'encryption, c'est Tor. Vous connaissez sûrement ça. Donc, c'est les défis, puis c'est. Parce que le but, c'est souvent d'empêcher de récolter la preuve, ou du moins d'étendre le travail, de renforcer le travail de l'enquêteur. Donc, c'est fastidieux des fois, mais il faut que tu passes à travers. L'autre défi, ben, c'est là que Claude parlait tantôt, le data carving. Le data carving, c'est d'extraire des fichiers qui sont situés dans des zones complètement non allouées, okay, dans un cluster non alloué. C'est une technique qu'on appelle ça le magic number, donc c'est qui utilise la signature d'un fichier. Vous pouvez illustrer tout ça. Un exemple qui est très réel, parce que je suis en plein dedans cette semaine. Une clé USB Kingston 8J. Son système de fichiers, c'est une FAT32. À côté, pas de fichier actif est supprimé. Okay? Donc là, j'ai mis des images de différents logiciels. Ça, c'est Autopsy, mais version Linux. Donc, on voit dans le cercle rouge, on voit bien que c'est un FAT32. Il y a la couche FAT1 et FAT2. Vous savez que la FAT2, elle devient comme le backup de la FAT1. Le boot record, puis les fichiers orphelins. Les fichiers orphelins, c'est des fichiers supprimés qui ont encore des métadonnées. Donc, on appelle ça des orphelins parce qu'ils ne sont pas accessibles par le root directory. En haut à droite, vous avez, j'ai mis une commande Linux pour essayer d'identifier c'est quoi mon image. Okay? Mon image, c'est un .aff. Et on voit bien que c'était le système de fichiers de la clé USB, c'est un FAT32. Donc,
j'ai monté la clé USB avec FTK Major. La clé a juste 16K. OK? Mais elle a 8G. Mais elle a 16K qui est visible. OK? Toujours avec FTK Major. J'ai deux fichiers qui me posaient des... J'ai dit, je vais fouiller sur les deux premiers qui sont en rouge. On ne le voit pas très bien, mais c'est tout simplement un numéro de fichier. C'est quoi ce fichier-là? OK? Il y a sa taille qui est là, puis il y en a plusieurs. Comme vous voyez, ils ont tous la même taille. On a l'hexadécimal, puis j'ai sélectionné le premier. Dans l'hexadécimal, on voit bien qu'il y a quelque chose. OK? Donc, ça a piqué ma curiosité. J'ai dit, OK, on va là-dedans. Le logiciel qui est venu à ma rescousse, c'est Formose. Formose qui est dans Linux, spécialisé dans le data carving. J'ai passé Formose dans le petit fichier, le premier qui est encerclé. Et à l'intérieur de ça, il y avait 991 fichiers. OK? Ça paraissait pas. OK? Il y avait un JPEG, 466 BMP et 524 exécutables, un EXA. Tu cliques sur un JPEG ou un BMP, ça fait rien. Tu n'es pas capable de l'ouvrir, ça te dit une erreur JPEG data stream contains no image. Donc, OK. C'est pas des vrais JPEG, c'est pas des vrais exécutables, c'est pas des vrais BMP. Aucun fichier, c'est ça, pouvait s'ouvrir. Donc, j'avais des fichiers BMP qui avaient, je dirais, 99,9%. Ils avaient tous 2 MB de taille. Puis j'avais des EXA à 1024K, puis un fichier JPEG de 20 MB. Donc, tu te poses des questions, tu sais quoi qui est fait avec ça. OK? Puis différentes, ici en bas à gauche, il y a différentes commandes Linux. Vous pouvez identifier c'est-tu vraiment un JPEG ou ça n'en est pas. Naturellement, ça n'en était pas. Donc, j'ai pensé à quelque chose. Comme on disait tantôt, des fois, il faut se creuser un peu les... J'ai une petite intuition. J'avais donc des centaines de fichiers avec la même taille. Des BMP, des EXA, des JPEG. Donc, j'ai dit ça ressemble beaucoup à des fichiers qui sont splittés. Okay? Donc, j'ai téléchargé gsplit.exa. C'est une application qui va prendre un gros fichier et qui va te splitter en plusieurs fichiers. Le gsplit, en plus, tu peux splitter un fichier dans des fichiers de taille que tu veux. Donc, tu lui dis, ben, split-moi ça en 1 MB, par exemple. Puis, tu lui donnes les fichiers qu'il va splitter. Tu lui donnes l'extension que tu veux. Donc, je dis, bon, crée-moi donc des JPEG de 1 MB. Puis, mets-moi 00 comme nom, avec incrémenté après. Donc, ça donnait ce que ça donnait. En bas à gauche, j'ai un petit fichier tar.gz, tel 5 MB. Il m'a créé les fichiers que j'ai voulu. Donc là, j'ai dit, ça ressemble à ça que le gars a fait. J'imagine que c'est un gars, c'est peut-être une fille, mais ça me surprendrait. Les filles aussi sont méchantes des fois. Là. C'est pas juste les gars. Donc, mais là, c'est tout ça vraiment qui s'est passé. On est rendu là dans l'enquête. Okay? Donc, mais avec Linux, je peux faire l'inverse aussi. Donc, je prends mes 544 fichiers BMP, puis là, je lui dis, ou JPEG, peu importe, je lui dis, ben, fais l'inverse. Recrée-moi un gros fichier. Donc, le gros fichier, je pense que c'était 964 MB pour tous mes petits fichiers BMP. Okay, quand j'en fais un avec une commande Linux, ça me crée un fichier de 924 MB. Puis les fichiers EXA, 542 MB. Donc, la suite, ben, ça sera d'essayer de recréer c'est quoi le fichier qu'il y avait. C'est quoi le fichier qui a mis sa clé USB? C'est peut-être 5 fichiers de 1 G, c'est peut-être un fichier de 5 G, peut-être un fichier de 10 G, on ne sait pas encore, je suis encore rendu là. Mais on peut aussi utiliser d'autres techniques, okay? Mais on est rendu là, puis j'ai bien aimé ma petite intuition. Tout au long de votre enquête, il y a différents utilisateurs que vous pourriez utiliser. Là, la liste est courte, mais elle pourrait être très longue. WinMerge, si vous voulez comparer deux fichiers. KeepNotes, qui est très intéressant pour écrire vos états d'âme pendant votre enquête.
Une belle journée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour vous. Sandboxy pour éviter d'être infecté dans votre navigateur. Tmux, Contab, des scripts, peu importe. Tout peut être nécessaire, intéressant dans une enquête. J'ai mis quelques commandes Linux ou Windows. La plupart, c'est des commandes pour faire du live forensic. Je ne sais pas tout par cœur, mais vous savez, Google est toujours votre meilleur ami. Toujours comme les manuels, le MAN ou le HELP dans Linux. Mais ça vient aussi avec la pratique. Il y a 1 an, il y en avait une couple là-dedans que je ne connaissais pas, maintenant que j'utilise par cœur, puis aucun problème. Alors, qu'est-ce que vous devez mettre dans votre boîte à outils pour faire des enquêtes? C'est comme pour beaucoup d'autres choses en informatique aussi. Ça prend de la passion. Je peux vous dire que Nadia en a énormément. Aussitôt qu'on parle de technique, puis qu'on commence à parler de comment on va faire pour procéder dans une enquête, les yeux se mettent à y briller. C'est vraiment donc de la passion, de la persévérance, parce que des fois, ça prend du temps avant qu'on arrive à ce qu'on veut. Une très bonne collègue, ça aide, et des bons outils. Des outils surtout adaptés à la situation que vous avez. C'est là où peut-être il y a un défi de trouver l'outil qui correspond à l'enquête que vous avez amenée. L'outil ou les outils, parce que c'est rare, c'est juste ça. Oui. Puis comme on disait tantôt, ben c'est ça, c'est différents outils, différentes techniques. Puis c'est pas grave si la première technique n'est pas faite, là. Mais ce que vous avez recueilli, vous allez sûrement le réutiliser quand même. C'est tout. Question? On avait une question en arrière. Votre formation, votre expérience qui vous a amené à faire ça, c'était quoi? Beaucoup de choses. pour être plus précis, écoute, moi, je vais parler pour moi. J'ai été administrateur de serveur Novel, Windows. J'ai fait de l'implantation au niveau de système. J'ai travaillé dans des projets. J'ai été DBA pendant 4-5 ans. Après avoir été DBA, j'ai bifurqué vers la sécurité. J'ai mal viré. Mais non, puis, la sécurité, j'étais en gestion des incidents, puis l'opportunité des enquêtes est arrivée. Puis, comme c'est pas si loin un de l'autre, ben. Justement, l'opportunité, pourquoi avant Lino était tout seul, depuis des années, on sait, là, puis vous êtes deux? Ben, en fait, Lino était tout seul au niveau des enquêtes, mais il y avait Louis-René qui était avec lui, qui faisait d'autres éléments au niveau de la sécurité. Quand moi je suis arrivé au BSI, Lino était encore là, puis c'est moi qui s'occupais des incidents. Donc on était deux, sauf qu'on était vraiment très compartimentés. Moi je m'occupais seulement des incidents, lui il s'occupait principalement des enquêtes. Il embarquait aussi dans les incidents, mais il s'occupait principalement des enquêtes. Puis à ce moment-là, c'était vraiment une personne qui était désignée, qui était dédiée au service de sécurité et protection. Alors que quand moi je suis embarqué, Nadia n'était pas encore arrivée, je continuais à m'occuper des incidents. À un moment donné, quand ça a commencé à me sortir par les oreilles, Douglas a dit peut-être que tu aurais besoin d'aide. Puis d'aller chercher une ressource qui avait des bonnes compétences, des bonnes connaissances au niveau du forensique, déjà, écoute, c'est un plus. Pour répondre à lui en arrière, moi, j'ai étudié en sciences politiques. J'ai bifurqué vers l'informatique. Puis après ça, j'ai mal viré en sécurité. J'étais analyste, là je suis conseillère, mais j'ai étudié en cyber-enquête, en cybersécurité, avec quelques-uns par ici, et en informatique. Puis, mais je dirais, c'est une passion de savoir qu'est-ce qu'on fait dans le cadre d'une enquête. Ça m'a amené à aimer le côté enquête. Donc, j'ai étudié en cyber-enquête parce que j'étais en informatique. Puis en cyber-enquête, là, ça m'a ouvert les yeux sur bien des choses. On était beaucoup plus en surface, puis après ça, on s'est tatoué à creuser. Puis quand j'ai vu le poste ouvert à l'université, j'ai appliqué tout de suite, puis ça a fité. Oui? Dans vos cas, Fabrici, avez-vous évalué la suite planifiée? Si vous ne l'avez pas gardée, pourquoi? On avait
quand je suis arrivée avec Lino, il y avait déjà FTK Toolkit, Access Data, qui est quand même très dispendieux. C'est un petit peu moins cher que l'Encase. Mais on a tout simplement décidé de renouveler la licence. On n'a pas été... Ce qui est principal, c'est que ton outil que tu utilises, c'est que tu le connaisses bien. C'est ça. Parce que pour le reste, tu vas arriver à principalement, je pense, en tout cas, au même résultat. Je ne connais pas Encase, je ne l'ai jamais utilisé. Ouais. Puis, tu sais, aussi, c'est les budgets. Les budgets. Puis, tu sais, on ne fait pas juste l'enquête. Là, on vous a parlé de nos logiciels d'enquête, mais on a aussi les incidents, les tests de vulnérabilité. Puis, c'est dispendieux. Vous avez combien de cas d'enquête par an? Depuis que je suis arrivée, je ne sais pas pourquoi il y en a difficile à dire. Les méchants se sont concentrés sur l'université depuis l'arrivée de Nadia, c'est vrai. C'est ça. Non, ben, en fait, du temps de Lino, c'est quelque chose qui n'était pas connu au niveau du bureau. Lino était très secret, puis c'était des échanges directs avec le service de sécurité. Mais Lino a été tout seul un grand bout. Ce qui fait qu'il a pris ses habitudes, puis c'était correct que ça soit comme ça. À partir du moment où il est parti, ben nous, on a commencé à maintenir les statistiques un peu plus. Mais c'est récent, c'est depuis le mois de décembre qu'on peut dire qu'on a commencé vraiment à en faire. On a été 3 mois après le départ de Lino où il n'y en a eu aucune. Est-ce que c'est le service de sécurité qui ne savait plus vers qui se virer ou si c'est tout simplement parce qu'il n'y en avait pas? Mais au mois de décembre, ça a recommencé, puis ça n'a pas arrêté depuis. Comment vous prenez, vous disiez que c'était chronophage en temps, comme on l'a dit. Faisons aussi ça en passion. Comment vous faites votre veille technologique pour remettre à jour vos outils, mis à part les outils achetables, où je ne suis pas certain qu'ils soient les meilleurs pour autant, à part pour le juridique, mais comment vous faites pour essayer de trouver aussi un peu de temps de votre côté pour trouver. Faut le trouver. On essaye d'avoir, par exemple, on essaye d'avoir une journée par semaine, mais là, on se concentre sur la formation, l'auto-formation, où là, on découvre. Mais c'est très difficile parce que, comme tout le monde, on a un boss. Puis notre boss, ben, quand il voit qu'on a du temps libre, pour lui, c'est du temps de libre. Si c'est non facturable. Fait que, pour lui, s'il voit que, justement, il essaye de nous placer ailleurs. Ça fait qu'on a un bon défi, des fois, juste de dire, ben, on a besoin de temps pour être bon. Mais... Parce que les recherches au niveau logiciel... Mais je pense qu'en TI, c'est le défi de tout le monde aussi. Oui, c'est le défi. Puis, comme je disais tantôt, il faut avoir des connaissances en hacking, en forensique, en sécurité. Donc, et même rien qu'en pilotant le temps web et le temps de l'analyse. Là, vous avez cité des logiciels, j'aimerais 3-4 à vous en citer plus. Il y a des semaines... Quel temps vous avez pour essayer de... Il y a des semaines, je peux passer 30 heures dans l'analyse de sniffing. Ben, les cas qui se présentent aussi vont faire qu'on va explorer des nouvelles affaires. J'ai un cas qui se présente où j'ai de quoi, puis là, je ne sais pas quoi faire. Non, mais il y a des je vais chercher. Il y a des partenaires qui peuvent vous aider. Aussi, oui, tout à fait. Nadia, tu ne nous as pas confié que tu as trouvé sur la clé de billet que tu as fait ton enquête. On n'a pas fini. Tu rassemblais, donner quoi? On n'a pas fini. C'est ça, on est rendu là. C'est très chaud comme exemple. C'est hier soir à 10h. C'est un blog pour suivre la progression. On va penser partir une télé-réalité. Puis avec payant, évidemment, pour ramasser de l'argent pour la pizza. Mais tu sais, on parle de passion. Oui, moi, je trouve que c'est passionnant. Mais c'est beaucoup d'heures, beaucoup de creusage de tête. Puis c'est fastidieux. Tu ne la trouves pas, la preuve. Tu sais qu'elle est là, mais quand tu la trouves, on se tape des mains. Puis à chaque enquête, c'est comme dans n'importe quel dossier en sécurité. À chaque enquête, on fait nos feedbacks. Qu'est-ce qui aurait été mieux de faire dans telle situation? Quel logiciel qui nous manque pour aller plus loin encore dans une autre enquête? Donc, c'est des beaux moments. Oui. Au début, vous avez parlé de vol de temps. Est-ce que vous parliez des employés dans ce cas-là? Oui. Okay. Oui. Nous, on ne partira jamais faire de la recherche de cas de vol de temps. Par contre,
un gestionnaire qui va suspecter que son employé abuse au niveau de l'utilisation des actifs de son ordinateur, puis qui fait des choses qu'il n'a pas... Ben oui, là, ils vont faire une plainte aux ressources humaines, puis ça va découler, ça va servir en enquête, puis là, oui, on va avoir à faire de la preuve qu'il y a eu du vol de temps. Oui. Ça arrive. Est-ce que dans d'autres universités ou collèges, est-ce qu'il y a des bureaux de ce genre-là, ou est-ce que vous êtes en contact, puis vous échangez Oui. des cas communs, ou je sais pas? Échanger, les gens sont toujours réticents à faire de l'échange de cas réels, mais oui, ils s'échangent quand même. Il y a beaucoup d'échanges pour connaître ce qui se fait, demander comment vous procédez dans un type de cas, mais échanger vraiment sur le cas réel, oui, il y en a, mais c'est un survol, peut-être, comme on a vu à soir. Là, C'est les métaux, les outils vraiment qui partagent. Oui, exact. Puis, c'est sûr que si quelqu'un dit j'ai besoin d'aide pour telle affaire, puis que quelqu'un le connaît, c'est rare que les gens vont rester assis. Les gens vont quand même partager, mais c'est pas. Est-ce que c'est vous qui gérez les logiciels d'inclusion ou de. Ça fait partie de notre. Ça fait partie de votre. Ça dépend. Si tu parles de logiciels de test technique, donc test de vulnérabilité, test d'intrusion, pour faire du pen test, c'est nous autres. Si tu parles de logiciels de détection, de système de détection d'intrusion, de prévention, ça, c'est pas nous autres. Nous, on s'occupe vraiment... En fait, le bureau a beaucoup plus un mandat qui est gouvernance, sauf moi et Nadia. On est l'exception dans le bureau. Les deux weird bureaux. C'est On ça. nous appelle les deux Red Hat. Ouais. Avez-vous déjà été confronté à enquêter sur des collègues des Non. C'est sûr que si j'avais un conflit, je le dirais de le défendre. Non, tu peux pas embarquer là-dedans, puis le moindrement qu'il y a de quoi qui accroche, puis qu'ils savent que tu connaissais la personne, c'est de ta faute. Tu peux pas, il faut vraiment que dès que tu penses qu'il y a un conflit, tu le dis tout de suite. Puis chaque enquête nous amène aussi la discrétion. On s'en parle, nos deux, puis la porte est fermée. Il faut être discret. On est juste 11 dans le bureau, mais... Les autres sont pas au courant de ce qu'on fait, sinon des... De l'aide technique de surface. On a un cas de ça, mais ils n'en savent pas plus. À quel point vous tenez informé? Ce qu'il a besoin de savoir. OK. Fait que le SSP en sait plus de Douglas, normalement. Tout le temps. Et il vient faire son tour, puis il me dit toujours, tu t'amuses-tu encore? Oui. Parfait. Vous avez parlé de CCIRC. Est-ce que vous déclarez vos incidents? Puis où est très chaud? Est-ce que vous dites on déclare? On déclare rien au le CCIRC. On n'a aucune obligation de leur déclarer quoi que ce soit. Par contre, c'est une gang qui est vraiment très bien. J'ai fait affaire avec eux autres une couple de fois. C'est des ressources qu'on a disponibles, là, surtout les organismes publics. Au privé, je ne sais pas s'ils peuvent s'adresser eux. C'est une bonne question. J'imagine que oui. Mais c'est génial, là, tes appels. J'ai tel cas, j'aimerais avoir de l'aide, c'est-tu possible? Puis là, comme je disais, moi j'ai eu un cas où j'ai envoyé des logs. J'ai dit, regarde, peux-tu me regarder ça? Je trouve les communications, les endroits, c'est bizarre. C'est-tu des adresses qui pour vous autres sont connues? Et dans certains cas, il aurait pu dire, oui, ça représente tel. Mais je considère ça comme un outil de plus dans notre coffre. Juste une dernière question, c'est que par curiosité pour moi, du fait que vous avez le BSI maintenant, je pense que toute l'université Laval sait que Nadia est arrivée dans les murs, donc tout le monde doit craindre éventuellement le faire. Je sais qu'il y a toujours une joute à vouloir. Est-ce que vous avez trouvé un niveau de performance un peu plus accru depuis le début de l'année et que ça va commencer à devenir un jeu à essayer de vous piéger? Genre déchiffrer ou genre essayer de dire ok, ils ont joué, on va chiffrer les 10. Parce que ça va devenir un jeu désormais. Là, vous allez être les hommes à battre. Là, donc, très bonne question. J'y répondrai pas. Parce que moi, je ferai ce jeu-là. Si je veux me faire mon chef. Une autre question.
C'est pas un bon cas. Ah, merci.